Savoir accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Maîtriser les bases. Bienvenue dans le module 1, connaître les enjeux et opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Il s'agit du premier module du Centre de ressources Afrique Innov et il servira donc d'introduction générale à l'ensemble du sujet. Petite présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Morgane Vanier, j'ai cofondé Sekou, qui est une plateforme et un réseau d'acteurs innovants qui font la promotion justement de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Donc je suis basée au Sénégal et sur le terrain, avec notre équipe, on va directement à la rencontre des acteurs qui composent cet écosystème, les entrepreneurs, les structures d'accompagnement, les fonds d'investissement, et on va directement explorer sur le terrain tout cet écosystème de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. On accompagne également des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs qui sont des porteurs de projets, qui sont en phase de lancement de projets. Donc on les accompagne pour structurer leurs projets, et puis on connecte aussi les différents acteurs de cet écosystème parce qu'aujourd'hui, on considère qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et donc, du coup, on veut vraiment créer du lien entre ces différents acteurs. À côté de Sekou, donc je suis aussi consultante sur des problématiques de communication digitale et également de recrutement gestion de carrière. Donc, je travaille actuellement notamment avec l'UNICEF, le Bureau sénégal de l'UNICEF, sur des campagnes de communication, notamment sur les sujets de la protection de l'enfance. J'ai travaillé avec l'agence allemande pour le développement, la GIZ, sur la couverture de l'entrepreneuriat agricole. Et je travaille aussi enfin sur des problématiques de recrutement, gestion de carrière, puisqu'on le verra dans cette présentation, les compétences sont aussi un élément clé dans l'entrepreneuriat. Et je travaille donc avec un cabinet qui s'appelle Talent Africa sur ces problématiques-là, puisque je viens du milieu des ressources humaines. Moi, à la base, j'ai travaillé dans les ressources humaines en environnement PME, dans le secteur des telcos, comme on dit, des télécommunications. Et le petit mot que je voulais adresser à l'intention des personnes qui vont suivre ce module, c'est une citation que le premier entrepreneur que j'ai rencontré quand j'ai lancé Sekou m'a dit. C'est un entrepreneur qui intervient dans le milieu du solaire. Et je lui ai demandé quel conseil, quel mot tu aurais à donner à tous les porteurs de projets et toutes les personnes qui pourraient avoir besoin un peu d'inspiration. Et donc, il m'a dit qu'on lui avait dit un jour qu'il était en Inde. Toutes les idées sont bonnes, mais la réussite vient de la qualité d'exécution. Et je trouve que cette citation était vraiment appropriée à l'esprit d'Afrique Innov. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se professionnaliser, de constamment améliorer nos compétences pour pouvoir exécuter nos projets de la meilleure des manières. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, ou bien même qu'on échange, vous avez mes coordonnées, donc mes réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, et puis le site internet de Sekou, vous avez toutes nos coordonnées. Tout d'abord, définissons les objectifs de cette présentation. Le premier objectif sera évidemment de se familiariser avec ces spécificités qui façonnent l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Et pour cela, j'ai défini 6 grandes thématiques. L'entrepreneuriat informel, l'innovation. On parlera également d'entrepreneuriat social et d'entrepreneuriat des femmes, du financement, évidemment, et enfin de la question de la formation et des compétences. On essaiera également de mieux comprendre le rôle que joue l'entrepreneuriat dans le développement socio-économique et notamment dans la lutte contre le chômage, puisque on le verra, le continent africain est face à un défi de taille par rapport à l'emploi, et l'Afrique francophone n'y échappe pas. Et certains économistes voient en l'entrepreneuriat un des leviers pour répondre à ce défi de l'emploi et tenter de réduire les taux de chômage qui touchent notamment très fortement les jeunes. On découvrira enfin des exemples d'initiatives prometteuses et on essaiera de donner quelques pistes sur les éléments qui peuvent créer
un environnement favorable à l'entrepreneuriat et notamment à l'émergence d'entreprises innovantes. La durée indicative de cette présentation est de 120 minutes. Alors ça comprend la durée de la vidéo, mais également les ressources complémentaires, puisque vous allez en effet voir tout au long de cette présentation un petit pictogramme avec des jumelles dans des encadrés verts. Ça vous invite à aller plus loin et vous trouverez des articles, des vidéos, des études que vous pourrez même télécharger. Vous trouvez les liens de toutes ces ressources dans la bibliographie qui est rattachée à cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller consulter ces ressources, ça va vraiment approfondir votre connaissance sur le sujet. Ce module ne nécessite aucun prérequis, c'est vraiment une introduction générale. Il s'adresse à toutes les personnes intéressées par ce sujet de l'entrepreneuriat en Afrique francophone, qu'il s'agisse de bailleurs, de structures d'accompagnement comme les incubateurs ou de toute personne curieuse d'en apprendre plus sur ce thème. C'est parti! Pour connaître les enjeux et les opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique francophone, voici le plan général de notre présentation. On va d'abord introduire le sujet et faire un état des lieux. On verra ensuite plus en profondeur les caractéristiques spécifiques propres à l'entrepreneuriat dans l'espace francophone africain, à travers les 6 thématiques dont j'ai parlé juste avant. Et puis on terminera par conclure sur le sujet. Alors ne vous en faites pas, ça paraît assez léger comme ça, mais il y a plusieurs sous-parties de prévues. Commençons cette introduction avec la définition des termes et les notions clés. Alors ça peut paraître un peu simpliste, mais c'est important de redéfinir les termes. Et puisque le terme central dans notre présentation, c'est l'entrepreneuriat, ça me semblait important de redéfinir ce terme, parce qu'on pense avoir la définition tous en tête, mais vous allez voir que c'est pas forcément si simple que ça. Alors, pendant longtemps, l'entrepreneuriat, on l'a surtout vu comme une création de valeur, c'est-à-dire qu'on crée de la richesse, on crée des emplois. Et donc, on a défini pendant longtemps l'entrepreneuriat uniquement comme la capacité pour un individu à créer de la valeur. Pour créer de la valeur, l'individu va s'appuyer sur 2 types de ressources, la main-d'œuvre, donc les ressources humaines, et le matériel. Mais on a depuis ces dernières années une nouvelle approche de l'entrepreneuriat qu'on définit également comme la capacité à percevoir des opportunités et surtout la capacité à les exploiter. Donc on a des économistes qui ont proposé cette nouvelle définition de l'entrepreneuriat qui inclut évidemment la notion aussi de valeur, mais où on va aussi porter notre attention surtout sur notre aptitude à relever des défis et à saisir des opportunités, ce qui offre quand même un angle d'approche sensiblement différent. Alors, la notion d'entrepreneuriat, elle est souvent associée à l'innovation aussi, parce que on se dit, bon, ben, je lance mon entreprise, je lance un nouveau marché ou un nouveau service, un nouveau produit, un nouveau processus de production qui va me permettre de me différencier de mes concurrents. C'est pas tout le temps le cas, mais en effet, la notion d'innovation, elle est souvent inclue dans la thématique de l'entrepreneuriat et c'est pour ça notamment qu'on va parler d'entrepreneuriat innovant également tout au long de cette présentation. Alors, les formes d'entrepreneuriat peuvent varier selon le type d'organisation qu'on va mettre en place. Donc, alors vous avez les tailles d'entreprise, évidemment, les startups, les PME, les grands groupes, mais vous allez surtout avoir des formes d'entrepreneuriat qui vont varier. Par exemple, est-ce qu'on part de rien pour créer son entreprise? Et à ce moment-là, on va parler d'entrepreneuriat ex nihilo. C'est-à-dire que c'est un entrepreneuriat où on part vraiment d'une page blanche, on va aller étudier avec attention son marché, on va préparer un plan financier parce que dans ce type d'entrepreneuriat, on a un niveau de risque qui est souvent très élevé. Et on va se lancer et c'est souvent un entrepreneuriat. Alors, toutes les formes d'entrepreneuriat demandent évidemment de l'investissement et du travail et de la rigueur, mais cette typologie d'entrepreneuriat ex nihilo demande des ressources, beaucoup de travail et beaucoup de rigueur sur la phase de démarrage.
Vous pouvez avoir également de l'entrepreneuriat qu'on appelle en franchise. Là, on va avoir une entreprise franchiseur qui est propriétaire d'une marque, d'un savoir-faire et qui va donner à une seconde entreprise, donc le franchisé, le droit d'exploiter du coup cette marque ou ce savoir-faire ou cette enseigne en contrepartie de ce qu'on va appeler un droit d'entrée, une redevance ou alors en contrepartie de marge par exemple sur les produits. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat assez spécifique. Vous allez avoir la reprise d'entreprise quand vous allez, par exemple, quand vous avez une grande entreprise qui reprend une start-up ou une PME. L'entrepreneuriat social qui est aussi une forme d'entrepreneuriat très spécifique et on va l'aborder dans la suite de la présentation. Donc voilà, vous pouvez voir que l'entrepreneuriat finalement c'est un terme qui revêt plusieurs réalités, une grande diversité de situations. Et ça me semblait important qu'on puisse bien redéfinir ce terme-là en amont. Après avoir défini les termes, nous allons maintenant nous porter sur le phénomène de l'entrepreneuriat en Afrique, parce que c'est un phénomène qui est très médiatisé, mais est-il si récent que ça? Alors, il y a encore peu de données complètes sur l'entrepreneuriat en Afrique. On a peu d'études qui nous permettent, par exemple, de mesurer le volume des entreprises, de mesurer leur ampleur, et les données qui existent tentent de mesurer l'entrepreneuriat et l'innovation, mais elles comportent certaines lacunes. Donc, vous avez néanmoins certaines études qui existent, qui nous permettent de donner des tendances générales, comme les enquêtes de la Banque mondiale ou du Global Entrepreneurship Monitor. Donc, ce sont des études, alors si on prend par exemple les enquêtes de la Banque mondiale menées auprès des entreprises, elles couvrent un vaste périmètre géographique et elles recourent à des variables plutôt très objectives, mais c'est des variables, des critères qui ne vont pas être les mêmes d'une année sur l'autre. Donc, ce qui fait que vous allez difficilement pouvoir voir l'évolution de l'entrepreneuriat, par exemple en Côte d'Ivoire, d'une année sur l'autre, parce que les critères vont changer, les pays vont changer. Et donc, du coup, ça pose problème pour analyser justement les tendances et pouvoir comparer différentes périodes, par exemple. Quant au GEM, le Global Entrepreneurship Monitor, c'est une enquête qui s'adresse plus aux attitudes et aux activités des entrepreneurs. Donc, c'est des enquêtes menées auprès des entrepreneurs et qui ont pour objectif de décrire plus précisément les entrepreneurs à travers leur monde et leur rôle, le rôle qu'ils occupent dans le développement économique. Donc, par exemple, ces enquêtes vont se pencher plus particulièrement sur les différences d'aptitudes et l'activité à divers stades de processus entrepreneurial, par exemple. Et ce qui est intéressant avec le GEM, c'est qu'il va différencier, par exemple, l'entrepreneuriat qui va être motivé par des opportunités de l'entrepreneuriat motivé plus par la nécessité. On parle plutôt d'auto-emploi. Mais le GEM reste une étude qui est assez subjective parce qu'elle ne repose que sur des enquêtes, donc que sur des réponses, les réponses des enquêtés qui, évidemment, ont une part de subjectivité et on n'a pas moyen de vérifier finalement ces enquêtes. Et puis, une des autres limites du GEM, c'est que chaque année, il n'étudie que 6 ou 7 pays d'Afrique sur les 54 du continent. Mais néanmoins, comme je le disais en introduction, ces études nous permettent de dégager des tendances. Et l'une des tendances, c'est que, à première vue, l'Afrique regorge d'entrepreneurs. Et on a ce chiffre de 60% qui nous est donné justement par l'une des enquêtes du GEM portant sur l'entrepreneuriat des jeunes et qui évalue à 60% parmi la tranche des 18-35 ans qui seraient amenés à monter leur propre affaire en Afrique subsaharienne. Je vous invite à aller plus loin. Je vous avais parlé des petites jumelles au début de notre présentation. Et donc, vous avez les études de la Banque mondiale et du Global Entrepreneurship Monitor qui sont en accès libre. Vous pouvez les consulter sur les sites. Donc voilà, je vous invite, pas forcément au cours de la présentation, parce que c'est plus des études à avoir en support, on va dire, mais en tout cas, vous avez les liens, donc je vous invite ultérieurement vraiment à aller jeter un œil.
Alors, c'est un sujet qui est fortement médiatisé en entrepreneuriat en Afrique. On a des levées de fonds records, on a énormément de concours de start-up, des nouveaux fonds d'investissement qui se créent. Et toute cette médiatisation et cette effervescence peut parfois nous faire penser qu'il s'agit d'un phénomène récent. Pourtant, quand on est sur place, on voit très bien plein d'exemples d'entrepreneuriat à travers toutes les boutiques, les ateliers de couture, les vendeurs de rue, toutes les exploitations agricoles. Tout ça, ce sont des exemples de création de valeur et on a vu en introduction que l'une des définitions de l'entrepreneuriat, c'était la création de richesses ou d'emplois. Et donc, tous ces exemples sont des exemples d'entrepreneuriat. En revanche, ce qui est relativement récent, c'est la prise en compte de l'entrepreneuriat dans les politiques publiques, parce que l'entrepreneuriat en Afrique est souvent informel et que les gouvernements ont parfois négligé l'importance de ce secteur-là, du secteur de l'entrepreneuriat, dans la création d'emplois et du coup ont négligé son importance dans le tissu économique. Moi, j'avais discuté avec un investisseur qui fait partie d'un fonds d'investissement africain en Afrique francophone et qui était persuadé qu'il voyait en l'Afrique l'un des berceaux de l'entrepreneuriat. Il disait on a toujours entrepris en Afrique. Après avoir vu la définition des termes et maintenant qu'on sait que l'entrepreneuriat n'est pas forcément un phénomène récent en Afrique, on va maintenant se pencher sur justement la distinction entre l'espace francophone et anglophone. Pourquoi faire cette distinction aujourd'hui? Pourquoi distinguer espace francophone et anglophone quand on parle d'entrepreneuriat? Bon, alors déjà, vous avez une carte de l'espace francophone en Afrique. Vous pouvez cliquer dessus pour l'agrandir. Ça vous donne une vision tout de suite immédiate de l'espace francophone sur le continent. Alors pour commencer, moi je tiens vraiment à dire que comparer des pays est un exercice très délicat parce qu'on a une hétérogénéité en termes d'histoire, on a une hétérogénéité géographique, les pays n'ont pas les mêmes dotations en matières premières, n'ont pas les mêmes cultures, la même stabilité politique. Donc il faut prendre la comparaison entre pays et entre espaces avec des pincettes. Néanmoins, dans toute cette médiatisation autour de l'entrepreneuriat en Afrique, on a quand même cette image d'une Afrique anglophone qui est très en avance technologiquement, qui a un climat d'affaires beaucoup plus propice aux investissements, qui attire beaucoup plus. Et pour schématiser un peu, on aurait une Afrique francophone qui décroche un peu, qui est un peu à la traîne, une Afrique anglophone qui rimerait avec décollage et investissement. Alors, la réalité, évidemment, est toujours nuancée, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on observe dans l'environnement anglo-saxon, on observe un climat qui serait potentiellement plus favorable à l'entrepreneuriat. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par un nombre plus élevé d'espaces d'innovation, par exemple. Ça passe par une meilleure perception du risque. On a tendance dans l'espace francophone à avoir peur d'investir et avoir une image très négative du risque, et ça passe même par les termes qu'on va employer. Et puis, on a aussi souvent en Afrique anglophone, on a surtout une proximité qui est plus forte avec les investisseurs privés. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'en Afrique anglophone, on va pouvoir développer son business souvent de manière plus rapide qu'en Afrique francophone. Alors, j'ai mis en référence un article qui s'intitule Entrepreneuriat, 3 leçons des anglophones aux francophones. C'est un titre à prendre avec des pincettes, justement. Maintenant, le contenu est intéressant parce que c'est un spécialiste de l'Afrique anglophone qui témoigne dans cet article et qui donne des éléments très intéressants de comparaison et pas du tout justement dans le jugement, au contraire. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil. Maintenant qu'on a vu les définitions, qu'on a posé un peu le cadre et qu'on a fait un état des lieux, et avant de passer plus en profondeur sur les caractéristiques de l'entrepreneuriat en Afrique francophone,
J'aimerais beaucoup vous parler d'abord du rôle de l'entrepreneuriat sur la création d'emplois. Alors si la question de l'emploi est primordiale pour l'Afrique aujourd'hui, c'est parce que le continent est face à un phénomène démographique qu'on appelle le dividende démographique. C'est un phénomène qui se produit quand on a en simultané une baisse de la mortalité et une baisse de la natalité. Les économistes estiment que d'ici 2050, un quart de la population mondiale vivra en Afrique et en réalité, ce dividende démographique, son impact, c'est surtout de changer la structure par âge de la population, c'est-à-dire qu'on va avoir la part de la population en âge de travailler qui va considérablement augmenter et qui du coup va arriver sur le marché de l'emploi et va chercher des opportunités. Ce dividende démographique, aujourd'hui, il est vu comme un fort moteur de croissance économique. Pourquoi? Parce qu'avec moins de personnes à charge, moins d'enfants en bas âge, et avec une population, avec plus de population en âge de travailler, on va avoir l'épargne et l'investissement qui vont être dynamisés. Et donc, ce dividende démographique pourrait générer vraiment une croissance économique exceptionnelle et du coup, cette croissance permettrait d'investir dans des secteurs clés, comme l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes. Un rapport qui a été publié par les Nations Unies en 2012 et qui fait des prévisions en fait sur la population globale, a estimé qu'en 2065, 30% de la population africaine sera composée des 15-24 ans, une population très jeune. Si vous voulez en apprendre plus sur le dividende démographique et comprendre un peu plus comment fonctionne ce mécanisme, vous pouvez aller voir une vidéo qui est très bien faite du Bureau de référence de la population et qui explique de manière très simple ce phénomène. Alors ce dividende démographique est un fort potentiel de croissance économique, mais ça place aussi le continent face à de nombreux défis et notamment celui de l'emploi. Puisque les taux de chômage dans les pays africains font partie des taux les plus élevés au monde et qu'on a la population des jeunes qui est principalement touchée. Et donc pour la Banque mondiale, les jeunes représentent aujourd'hui 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Et comme on l'a vu précédemment, on va avoir une arrivée assez importante de jeunes en âge de travailler sur le marché de l'emploi. La Banque mondiale a chiffré à 10 millions de jeunes actifs qui entreraient sur le marché du travail chaque année. Et donc, en effet, on a besoin, les politiques publiques ont besoin, en matière d'emploi, d'innover et de trouver de nouveaux leviers créateurs d'emplois. Et on va le voir, l'entrepreneuriat est un des leviers qui aujourd'hui pourrait permettre de répondre à ce défi. Alors, face à ce défi du chômage et de l'emploi, l'entrepreneuriat apparaît comme un puissant vecteur de création d'emplois. Et notamment si on se centre sur le micro-entrepreneuriat, on a vraiment des externalités positives sur l'emploi, aussi bien au niveau de l'entrepreneur à petite échelle, au niveau de l'entrepreneur et de son ménage, qu'à plus grande échelle, en dehors du ménage de l'entrepreneur. Alors, souvent, le manque d'opportunités conduit aussi beaucoup d'individus à créer leur propre emploi. Donc là, on parle plutôt d'auto-emploi que d'entrepreneuriat, comme on l'a défini en introduction avec cette notion de saisir des opportunités. Et d'ailleurs, le Global Entrepreneurship Monitor dont on a parlé tout à l'heure fait une distinction entre ces deux types d'entrepreneuriat, un entrepreneuriat de subsistance et un entrepreneuriat de croissance. Parce que on va avoir une partie des entrepreneurs de subsistance qui vont entreprendre par nécessité, contrairement aux entrepreneurs de croissance qui vont avoir la volonté de faire passer à l'échelle leur activité, de saisir de nouvelles opportunités. Et toute la problématique, c'est justement de mener des actions de soutien à l'entrepreneuriat qui vont cibler cet entrepreneuriat de croissance, d'où l'importance de soutenir des activités qui ont un plus fort potentiel de croissance. Et tout l'enjeu, c'est que les études ont démontré qu'à l'heure actuelle,
on a seulement un tiers des entrepreneurs de micro-entreprises qui sont des entrepreneurs de croissance, les autres étant plutôt des entrepreneurs de subsistance. Alors les pays et les institutions internationales sont bien au fait de ce défi de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Donc vous avez la Banque africaine de développement notamment qui a développé un programme stratégique intitulé Jobs for Youth in Africa. Donc je vous ai mis le lien que vous pouvez aller consulter, le lien du programme, de la plaquette. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que voilà, on a vraiment été demandé aux jeunes, donc on a donné la voix aux jeunes sur les problèmes qu'ils rencontraient et notamment l'inadéquation entre leur formation et les besoins du marché. On en reparlera par la suite. Cette initiative, elle vise à créer 25 millions d'emplois, elle vise à soutenir également financièrement toutes les actions qui seraient destinées à développer l'emploi des jeunes, puisque vous pouvez le voir à l'écran sur le visuel qui est issu justement de cette présentation de la Banque africaine du développement, que 36 des 40 pays les plus jeunes sont des pays africains, et que sur les 10 à 12 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année en Afrique, 3 millions seulement trouvent un travail formel. Qu'est-ce que ça implique comme défi? Alors les défis sont multiformes. Le premier défi, c'est que le manque d'opportunités du coup amène beaucoup de jeunes à intégrer le secteur informel où les emplois sont souvent moins stables, où le niveau de revenu potentiel est aussi plus bas. Ça développe aussi fortement l'entrepreneuriat de subsistance, dont on a parlé juste avant. Et puis, les femmes aussi, qui sont à la recherche d'emplois formels et informels, sont particulièrement touchées aussi par le chômage. Elles ont plus de difficultés pour accéder aux opportunités qui se présentent. On en parlera également dans la suite de la présentation. Donc, on voit réellement comment le rôle de l'entrepreneuriat comme levier de créateur d'emploi dont on a parlé juste avant, comment ce rôle peut aujourd'hui être vraiment exploité pour être une des réponses à l'emploi des jeunes sur le continent. Maintenant que nous avons bien posé les bases, défini les termes et introduit le sujet de ce module, je vous propose qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire on aborde les caractéristiques spécifiques et propres à l'entrepreneuriat dans l'espace francophone africain à travers les 6 thématiques que je vous ai présentées en introduction. Alors la première des thématiques que nous allons aborder, c'est celle que je trouve la plus représentative de l'entrepreneuriat en Afrique et en Afrique francophone, c'est l'entrepreneuriat informel. Parce que l'entrepreneuriat informel aujourd'hui, c'est la norme finalement, c'est la majorité des emplois en Afrique subsaharienne. Les commerçants, les couturiers, les mécaniciens, les chauffeurs de taxi, la plupart du temps ne sont pas des emplois salariés déclarés et donc la majorité vraiment des emplois en Afrique sont des emplois du secteur informel. Et on aurait seulement 16% d'emplois salariés et le reste qui seraient des emplois dans l'agriculture, des emplois agricoles. Et d'ailleurs, l'ancien directeur général de l'école de ZIE à Ouagadougou, Paul Gignaès, nous confirme, la fonction publique et le secteur privé emploient moins de 10% de la population active. La majorité des actifs aujourd'hui travaillent dans le secteur informel. Qu'est-ce que c'est le secteur informel? Alors le FMI, le Fonds monétaire international, l'a défini comme l'ensemble des entreprises familiales qui produisent une certaine valeur marchande et qui ne sont pas enregistrées, et plus largement toute la production souterraine, donc on appelle aussi marché noir dans certains environnements par exemple, la production souterraine qui résulte d'activités productives et qui sont le fait d'entreprises enregistrées mais qui ne déclarent pas forcément ces activités, soit pour ne pas être soumis à un impôt ou échapper à une certaine réglementation. Alors, ce qui est important de préciser pour l'entrepreneuriat informel, c'est que les études de certains économistes démontrent que uniquement la croissance de l'industrie et des services ne permettra pas de créer suffisamment d'emplois par rapport au nombre de nouveaux actifs qui vont arriver sur le marché,
notamment on a parlé de dividendes démographiques et de cette arrivée massive de nouveaux actifs sur le marché de l'emploi. Donc, si les emplois, l'industrie formelle classique, l'économie classique n'est pas à même aujourd'hui de proposer suffisamment d'emplois, il va falloir composer avec le secteur informel. Et ce secteur informel, dans l'entrepreneuriat, il a aussi un rôle particulier, parce que souvent il fait fonction d'incubateur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui vont lancer leur activité de manière très informelle. Ça a évidemment ses limites, mais ça va avoir l'avantage de leur permettre de tester leur marché de manière très rapide et éventuellement ensuite pouvoir basculer sur l'entrepreneuriat formel en ayant déjà passé certaines étapes, certains stades. Et c'est pour ça que cet entrepreneuriat informel, c'est pas un secteur à négliger. Il a vraiment un rôle très important en Afrique francophone et y compris dans le secteur de l'écosystème. Et d'ailleurs, pour citer une autre source que je trouve très intéressante, qui vient d'un maître de conférence qui s'appelle Jean-Philippe Beyroux, qui est chercheur au laboratoire Les Afriques dans le Monde et qui est également économiste du développement et qui étudie justement le secteur informel. Et alors, ce chercheur a une formule, je trouve, qui est très, très juste. Il dit, dans le secteur informel, on est ingénieux sans être ingénieur, on est industrieux sans être industriel, et on est entreprenant sans être entrepreneur. Voilà, donc le secteur informel aujourd'hui a vraiment un rôle très important, que ce soit au niveau du défi de l'emploi qu'au niveau de l'entrepreneuriat à proprement parler. On l'a vu en introduction, la notion d'entrepreneuriat est souvent liée à la notion d'innovation. Donc c'est le deuxième thème que nous allons maintenant aborder. Pour débuter ce chapitre sur l'innovation, je vous propose qu'on parle d'abord du développement d'éthique, des technologies de l'information et de la communication. Alors l'Afrique innove, l'Afrique se transforme vite, certains parlent même de boom technologique, de saut technologique. Sur la gauche, vous pouvez voir d'ailleurs une carte qui nous permet de visualiser le boom du téléphone mobile dans l'Afrique subsaharienne. Et en effet, s'il y a bien une technologie qui est extrêmement bien développée, diffusée en Afrique francophone, mais finalement sur l'ensemble du continent, c'est bien le téléphone mobile. Aujourd'hui, vous avez un taux de pénétration du téléphone mobile qui est égal à l'accès à l'eau et qui est supérieur à celui de l'accès à l'électricité. Alors, quand on parle de taux de pénétration, c'est le pourcentage de la population qui utilise un téléphone mobile. Donc aujourd'hui, il y a plus de personnes qui utilisent un téléphone mobile en Afrique que de personnes qui ont accès à l'électricité. Alors, cet usage a créé du coup des modèles économiques, a fait naître des modèles économiques pertinents, adaptés aussi aux problématiques locales. Et du coup, on a tout le secteur de la tech qui s'est adapté à l'agriculture, qui s'est adapté aux problématiques dans la santé, dans l'éducation. Et aujourd'hui, vous avez des nouveaux modèles économiques qui sont très efficaces et très pertinents par rapport aux réalités locales. Donc, par exemple, on va consulter sur son téléphone par SMS le cours des matières premières, on va faire appel à des médecins à distance, on va faire des consultations à distance. Enfin voilà, il y a plein de petits modèles économiques aujourd'hui qui émergent et qui prennent en compte finalement les contraintes locales pour répondre aux besoins des populations. Alors il y a néanmoins des freins au développement d'éthique. Donc il y a encore un manque d'infrastructures, ou ne serait-ce que le coût de la connexion à Internet, parce qu'aujourd'hui le coût de la connexion en Afrique de l'Ouest est parmi les plus chers au monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on prend à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, l'Afrique représente moins de 5% des utilisateurs d'Internet dans le monde. Le continent est face à des défis de taille, tels que l'accès à l'eau ou à l'énergie, l'accès à la santé, le développement d'une agriculture durable, et il est aujourd'hui extrêmement compliqué et difficile de proposer des solutions globales à échelle régionale ou même nationale, parce qu'on a des contextes économiques, sociaux
politiques et même environnementales qui sont peu favorables. Ces contraintes obligent aujourd'hui les populations et notamment les entrepreneurs à innover en permanence. Et donc du coup, on a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'engagent à trouver des solutions innovantes et surtout des solutions adaptées aux défis de leur environnement. C'est ce qu'on appelle l'innovation pour le développement. Une innovation en quelque sorte responsable qui permet de concilier et les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et la notion d'entrepreneuriat comme on l'a défini, c'est-à-dire créer de la valeur, de la richesse, de l'emploi et saisir des opportunités. Et ces entrepreneurs aujourd'hui finalement répondent à des problèmes qui sont sans frontières, c'est des problèmes auxquels toute la population mondiale est susceptible d'être confrontée avec notamment le changement climatique ou l'accès à l'eau. En Afrique subsaharienne, le taux d'électrification avoisine les 37%. Donc, on a un accès à l'électricité qui n'est pas du tout généralisé. Et pour faire face à ce défi de l'accès à l'énergie, on a une organisation qui s'appelle Energy Generation, qui a été fondée par une jeune femme qui s'appelle Astria Fataki. Et c'est un incubateur. Cet incubateur est spécialisé pour accompagner le développement justement de solutions locales, durables et abordables, de solutions qui facilitent l'accès à l'énergie pour tous. C'est un incubateur qui est basé au Togo et qui accompagne par exemple des projets comme Hydropower, qui est un groupe électrogène qui fonctionne à l'eau, donc ça c'est un projet qui était basé au Togo, ou encore un projet malgache qui s'appelle SolarGazi et qui est une lampe solaire qui recharge des piles non rechargeables. Et donc aujourd'hui, toute cette effervescence, cette concentration de l'innovation vers le développement permet à des entrepreneurs de proposer des solutions locales avec les moyens à disposition, proposer ces solutions pour répondre à des défis d'ordre global. Je ne peux pas parler d'innovation sans parler d'innovation frugale. L'innovation frugale, c'est vraiment une innovation qui est spécifique au marché émergent et c'est une innovation qui consiste à faire mieux ou plus avec moins. C'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources à notre disposition de manière plus pertinente, plus optimale et surtout plus durable pour innover. Alors, on a un terme qui désigne cette innovation frugale qui nous vient d'Inde, qui s'appelle le Jugad, qui est un mot hindi et qui veut dire voilà, débrouillardise, système D. Et il s'agit vraiment de trouver des solutions simples qui répondent à un besoin local qui n'est pas satisfait. Et donc, par opposition à une forme d'innovation qu'on peut observer en Occident, qui est plutôt de faire plus avec plus, c'est-à-dire de pousser vraiment l'innovation, le progrès technologique et de dépasser ses limites. L'innovation frugale, ça consiste plutôt à faire plus avec moins et à proposer des solutions ingénieuses qui offrent de la valeur aux communautés locales, tout en minimisant les ressources, l'utilisation des ressources, puisque en général, l'innovation frugale, elle naît dans un environnement où les ressources sont plutôt rares. Donc l'innovation frugale, c'est voilà, toutes ces petites innovations pratiques pour concevoir des équipements qui vont satisfaire les besoins quand l'industrie classique échoue à concevoir un produit adapté aux conditions matérielles des populations. Alors, l'innovation frugale ne veut pas forcément dire low-tech, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire de l'innovation frugale, mais proposer des produits réellement innovants, et notamment dans la technologie. À ce titre, il y a pléthore d'exemples d'innovation frugale. En Inde, vous avez des réfrigérateurs en terre cuite qui fonctionnent sans électricité. Moi, c'est vrai que j'ai un exemple que je trouve très marquant. C'est à Dakar, au sein du Fab Lab du Tesco Atnieup. C'est un Fab Lab, comme tous les Fab Labs, qui favorise vraiment la culture libre, l'innovation verte. Et au sein de ce laboratoire de fabrication, les équipes conçoivent des ordinateurs avec du matériel récupéré. C'est un ordinateur qui s'appelle le Jerrycan, en référence au nom du Jerrycan, le nom du bidon pour récolter le carburant.
Et voilà, on conçoit avec les enfants d'ailleurs, donc c'est un projet très ludique, on conçoit des ordinateurs faits à partir de matériel récupéré. Évidemment, l'objectif derrière, c'est de développer, rendre accessible l'innovation et pouvoir vraiment montrer que voilà, un ordinateur, c'est pas une boîte noire très mystérieuse et que dedans, c'est tout un ensemble de composants avec lesquels il s'agit de se familiariser. Alors, l'innovation frugale, c'est un concept qui est très lié à un second concept dont j'aimerais vous parler, qui est l'innovation inversée. L'innovation inversée, c'est quand on a les industries des pays occidentaux qui bénéficient de l'apport en innovation de la part de pays émergents. Alors, on a plusieurs exemples. Je parlais juste avant de l'utilisation du mobile. Le mobile paiement, voilà, aujourd'hui, le paiement par mobile commence à se développer dans des pays comme la France, où on a les banques qui commencent à proposer des services de paiement par mobile. Et c'est le tout début dans un pays comme la France, alors que dans les pays africains et l'espace francophone, on a cette utilisation qui est déjà proposée depuis de nombreuses années. C'était plus proposé au départ par les opérateurs téléphoniques que par les banques. Et c'est un bel exemple d'innovation inversée. Alors, on en a plusieurs, des exemples d'innovation inversée. Moi, je vous invite à regarder déjà la vidéo dont je vous ai mis le lien, qui est une interview de Navi Raju. Navi Raju, c'est un des spécialistes de l'innovation frugale et qui explique plutôt très bien le concept. Si vous avez visionné la vidéo précédente sur justement l'innovation frugale dont je vous parlais, avec l'intervention de Navi Raju, dans cette vidéo, il dit une chose très intéressante. Il dit l'innovation frugale ne veut pas dire low-tech, ça peut être frugal et innovant. Un des exemples d'innovation frugale, moi, que je connais personnellement, c'est un entrepreneur qui s'appelle Abdelkram Diallo et qui a fondé un centre de formation, Volcano, qui forme les jeunes dans le domaine du développement web et du mobile, et également dans les métiers du marketing digital et du design. Donc son objectif, c'est vraiment de former la population et les jeunes notamment aux TIC, aux nouvelles technologies et au digital. Seulement, cet entrepreneur s'est retrouvé confronté à deux contraintes. Étant donné qu'il vise principalement des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui justement ont décroché du système scolaire, il s'est trouvé confronté à une problématique de budget, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas les moyens de payer leur transport tous les jours pour venir se rendre jusqu'à Volcano, pour venir jusqu'à l'école. Et donc la deuxième contrainte, c'est évidemment s'ils n'ont pas les moyens de payer le transport pour venir à l'école, ils n'ont pas les moyens non plus d'avoir une connexion Internet à la maison ou d'avoir un PC pour pouvoir travailler à distance. Face à cette double contrainte, cet entrepreneur a créé un modèle innovant. Il a conçu un logiciel qui s'appelle Andoo, qui est un logiciel associé à un programme de formation et qui permet d'apprendre les nouvelles technologies sans Internet. Donc concrètement, aujourd'hui, Volcano forme des jeunes, par exemple, au développement web sans avoir besoin d'Internet. Et pour ça, il a utilisé une technologie qu'il avait à sa disposition, une clé USB, pour commencer. Une clé USB où il a intégré son programme de formation, son logiciel avec les cours intégrés directement dessus. Et il suffit ensuite à l'élève de venir régulièrement soit à l'école, dès qu'il peut venir à l'école, ou alors aller dans un cybercafé, ou dès qu'il a le moyen de pouvoir se connecter à Internet, de pouvoir régulièrement mettre à jour les cours et envoyer ses exercices. Et ce que je trouve très intéressant quand j'ai rencontré cet entrepreneur, c'est qu'il m'a dit on va créer de nouveaux modèles économiques qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est vraiment je trouve très représentatif de cette innovation frugale dont on parlait juste avant. Je vous en ai parlé un peu tout au long de cette présentation du paiement par mobile, donc il fallait forcément que je lui trouve une place.
voilà, pour vous en parler un peu plus en détail, parce que c'est vraiment un très bon exemple d'innovation inversée, le paiement par mobile. Aujourd'hui, l'usage de la téléphonie dans les transactions financières a pris une telle place, une telle importance que le mobile est vraiment devenu incontournable en Afrique francophone et sur tout le continent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a le paiement par mobile est né au Kenya à la base. Donc, c'est un opérateur kényan qui s'appelle Safaricom qui a lancé en 2007 un nouveau service, et l'objectif c'était de résoudre en fait les problématiques des populations citadines pour envoyer de l'argent à leurs familles qui étaient restées dans les campagnes. Et donc l'idée c'était de proposer à n'importe qui possédant un téléphone de cet opérateur d'envoyer de l'argent rapidement et surtout de manière très simple. Alors évidemment, dans un environnement où vous avez un taux de bancarisation qui est plutôt faible, mais où vous avez l'usage du téléphone mobile, on en parlait, hein, du taux de pénétration qui est très élevé, c'est évidemment un service qui a largement dépassé les attentes de ces créateurs. Et aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des comptes de paiement sur mobile dans le monde qui se trouvent en Afrique. Donc non seulement on voit là un bond technologique, non seulement les pays qui utilisent aujourd'hui, les pays africains qui utilisent le paiement par mobile ont sauté des étapes, le fameux bond technologique ou saut technologique dont on a parlé tout à l'heure, mais ils ont en plus un usage encore plus digital des paiements que peuvent les avoir les Européens ou les Américains. Aujourd'hui, du Sénégal au Niger, le téléphone portable est utilisé pour vraiment des opérations financières très courantes. Alors, payer des factures d'électricité, par exemple, payer son médecin, virer le salaire de ses collaborateurs, consulter le cours des matières premières, parce qu'aujourd'hui, le mobile, c'est vraiment aussi adapté aux nécessités du domaine agricole, aux nécessités des besoins en santé. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un suivi, par exemple, un suivi de calendrier de vaccination quand vous êtes une jeune maman. Vous pouvez transférer de l'argent, évidemment, très très facilement. Et en Europe, les banques commencent tout doucement à offrir ce type de solution de paiement mobile. Aujourd'hui, payer avec un mobile en Europe reste quand même très anecdotique. Les banques commencent à conclure des partenariats avec des constructeurs de téléphones pour proposer le service de paiement mobile, mais les opérateurs télécoms déjà ne mettent pas trop encore le pied dedans, alors qu'en Afrique, les opérateurs télécoms ont été vraiment les pionniers dans le paiement par mobile. Alors pour aller plus loin, vous avez un document qui est assez intéressant, qui va vous donner d'autres exemples d'innovation inversée. Voilà, donc c'est le document intitulé l'innovation inversée, ou comment les pays émergents deviennent des laboratoires d'innovation pour le monde. Et vous allez trouver notamment des exemples d'innovation inversée dans les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire ou de la santé. Afin de soutenir cet entrepreneuriat innovant, nous avons des structures qui les accompagnent. Ce point fera l'objet d'un module dédié, hein, c'est le prochain module, sur ces structures qu'on appelle les SAEI, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Donc c'est tout ce qu'on appelle les incubateurs, les laboratoires de fabrication, les Lab Fab ou Fab Lab, les pépinières. Et ce type de structure vraiment se multiplie aujourd'hui sur le continent. Leur objectif, c'est vraiment d'accompagner les innovateurs dans leur développement, donc aussi bien dans leur recherche, dans leur phase de prototypage, les aider à concevoir leur business plan, leur donner également des infrastructures, des locaux, de la formation. Mais il se trouve que ces structures d'accompagnement souvent manquent de moyens financiers, de moyens humains, de moyens logistiques. Et on observe aussi que leur répartition sur le continent reste encore très inégale. Et donc une politique d'appui à ces structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant est vraiment essentielle pour encourager l'innovation et pour soutenir l'entrepreneuriat
innovants en Afrique. Et c'est notamment l'objectif poursuivi par le programme Afrique Innove, hein, qui vise à renforcer les capacités de ces structures d'accompagnement dans les différents pays africains de l'espace francophone pour commencer. Alors la vidéo que je vous ai incluse, c'est la vidéo de présentation d'Afrique Innove, et voilà, ça vous présente vraiment de manière très juste l'enjeu aujourd'hui d'apporter une politique d'appui à ces SAEI et de faciliter leur renforcement pour qu'elles puissent à leur tour renforcer les entrepreneurs. Après avoir abordé le thème de l'entrepreneuriat informel et de l'innovation en Afrique francophone, nous allons maintenant aborder le thème de l'entrepreneuriat social, que certains définissent comme une nouvelle forme de développement. On en a parlé lors du passage sur l'innovation pour le développement. L'Afrique est face à d'importants enjeux, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, la transition démographique dont on a parlé, une très forte urbanisation, et puis le changement climatique. On a des pays comme le Niger qui sont touchés de plein fouet par le changement climatique. Et face à ces défis, on a un nouveau type d'entrepreneuriat qui émerge. Il s'agit de l'entrepreneuriat social. Alors ce type d'entrepreneuriat est assez particulier parce que finalement il associe une activité rentable et pérenne à la réponse à un besoin d'intérêt général. C'est-à-dire que les entrepreneurs sociaux ne vont pas avoir juste une finalité lucrative, mais également une finalité sociale. Alors ça n'empêche pas de faire des bénéfices, puisqu'on parle d'une activité rentable et pérenne, mais en revanche, la finalité ne va pas être de maximiser les profits, mais bel et bien de résoudre un problème, par exemple un problème de santé publique ou un problème d'environnement. Et ce type d'entrepreneuriat, aujourd'hui, fait de plus en plus d'adeptes et de plus en plus d'économistes sont convaincus que de nombreux besoins sociaux et environnementaux peuvent être satisfaits au moyen de l'entrepreneuriat social. Alors, l'un des créateurs, on va dire, de l'entrepreneuriat social tel qu'on le définit actuellement, c'est Mohamed Younous. C'est un économiste et un entrepreneur bangladais qui a notamment fondé la première institution de microcrédit. Et il est également prix Nobel de la paix, un prix qu'il a obtenu en 2006. Alors je vous invite, si vous ne le connaissez pas déjà, à découvrir l'une de ses interviews. Je vous ai mis la référence d'une interview où vraiment Mohamed Younous explique l'idée du social business, donc vraiment de l'entrepreneuriat social, et sa vision en tant que levier pour le développement. Alors je vous présente ici quelques exemples d'entreprises sociales en Afrique francophone qui, vous allez le voir, répondent à un problème d'intérêt général. Donc vous avez par exemple au Bénin PowerOn qui favorise l'accès à l'électricité dans les zones reculées du pays. En Côte d'Ivoire, la Grainothèque est une bibliothèque de semences anciennes et paysannes, puisqu'au niveau des problématiques des semences qu'on peut rencontrer en Europe, on a des problématiques assez similaires en Afrique francophone. Au Sénégal, la société Karange envoie des messages vocaux et des SMS pour rappeler les vaccinations et les visites prénatales et postnatales. L'objectif étant de réduire la mortalité et maternelle et infantile. Et un dernier exemple, le Tchad, où Dawa Mobile Health est un laboratoire de santé mobile et connecté qui permet d'atteindre les populations qui n'auraient pas accès à des services de santé. Pour aller plus loin, vous avez une association qui s'appelle Reach for Change, qui est une organisation qui soutient l'entrepreneuriat social dans plusieurs pays, pas qu'en Afrique francophone. Alors, elle est présente en Tanzanie, Rwanda, en République démocratique du Congo, Éthiopie, Tchad, Ghana et Sénégal. Et c'est une association donc, qui a été créée par une société d'investissement
et qui apporte vraiment son soutien et son aide et son accompagnement aux entrepreneurs sociaux. Donc, cette association est vraiment convaincue que l'entrepreneuriat social, c'est un nouveau visage du développement en Afrique. Donc, vous avez le lien vers l'article. Dans l'article, vous avez également le lien vers leur rapport annuel où ils présentent des initiatives d'entrepreneuriat social qu'ils accompagnent. Et donc, je vous ai mis un petit extrait que je trouve très représentatif. Les entrepreneurs sociaux sont des individus qui ont des solutions innovantes aux problèmes identifiés dans leur société et qui ont ce désir d'élargir l'impact des solutions d'une manière efficiente. Je vous laisse lire cet article un peu plus en détail. Je vous propose désormais de passer au prochain thème, qui est l'entrepreneuriat des femmes, pilier du développement. Et si l'entrepreneuriat, évidemment, n'a pas de genre, on n'est pas mieux entrepreneur si on est un homme ou une femme, mais l'entrepreneuriat des femmes en Afrique francophone revêt un intérêt tout particulier pour notre présentation. L'entrepreneuriat n'a pas de genre, on est bien d'accord là-dessus. Néanmoins, le rôle des femmes est essentiel et crucial dans la thématique de l'entrepreneuriat, et notamment parce que en Afrique francophone et par extension sur l'ensemble du continent, les femmes participent activement à l'économie. Si on regarde les études qui ont été menées dans la plupart des pays en développement, les femmes produisent de 60 à 80% des aliments et à l'échelle mondiale, elles sont responsables de la moitié de la production alimentaire. Pourtant, s'il est vrai que les femmes sont vraiment à la base de la petite agriculture, de la main-d'œuvre agricole et puis également jouent un rôle crucial dans la subsistance familiale au quotidien, elles ont beaucoup moins facilement accès que les hommes à des ressources comme la terre ou comme le crédit leur permettant de pouvoir investir et se lancer dans l'entrepreneuriat. Les femmes sont aussi essentielles dans le tissu économique parce que, en majorité, elles consacrent une plus grande part de leurs revenus à l'éducation, à la santé et au bien-être de leur famille que les hommes. Et donc, elles participent plus activement à réduire la pauvreté. Pourtant, comme je le disais, par rapport au foncier et au crédit, les femmes africaines sont nombreuses à se retrouver confrontées à des difficultés communes, donc l'accès à la formation, l'accès au financement, l'accès au foncier également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de nombreux programmes qui soutiennent l'autonomisation économique des femmes et l'entrepreneuriat féminin, parce que on voit dans l'autonomisation économique des femmes un levier efficace pour favoriser une croissance inclusive et une croissance durable. Alors, face à ces difficultés rencontrées par les femmes entrepreneurs, on a du coup des programmes d'accompagnement et des structures d'accompagnement qui se sont spécialisées dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Donc, c'est le cas par exemple d'InnovUp au Togo, ou bien encore du réseau de l'incubateur du réseau des jeunes femmes entrepreneurs au Sénégal, le RAGEF, ou encore au Gabon, le programme pour les femmes d'entrepreneuriat, qui a lieu au Gabon, au Rwanda et au Sénégal également. Je vous invite à écouter une émission de RFI à ce sujet, le difficile développement de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique francophone. Passons maintenant au nerf de la guerre, à la question de l'investissement et du financement de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Alors, on va aborder tout d'abord la question du capital investissement. Le capital investissement, c'est lorsque un investisseur apporte des fonds propres à une société qui n'est pas encore cotée, en échange d'une participation dans son capital en général. Et le capital investissement prend différentes formes en fonction de la situation de l'entreprise et surtout en fonction de son stade de développement.
Donc, ce schéma vous présente le cycle de vie d'une entreprise et les différents stades de développement avec en haut en vert les différentes formes que peuvent prendre le capital investissement. Donc, vous avez le capital au départ, le capital, on va dire, innovation, qui sert justement à financer des entreprises qui sont en création, qui sont au premier stade de leur développement. Donc ça va permettre notamment de financer toute la partie recherche, développement, le capital d'amorçage au tout début, qui souvent est constitué des fonds propres ou de la participation des proches, ce qu'on appelle en anglais le love money, ou alors parfois d'investisseurs investisseurs providentiels, ces fameux business angels dont on va parler après. Donc finalement, le capital innovation va couvrir la partie amorçage, création et puis le début de l'expansion de l'entreprise. Ensuite, on passe au capital de développement, qui va servir à financer des entreprises qui ont déjà commencé à dégager des profits et qui vont avoir besoin de fonds pour augmenter les capacités de production, pour augmenter leur force de vente, pour développer de nouveaux produits ou de nouveaux services, pour conquérir de nouveaux marchés, par exemple passer à l'international, etc. Et puis ensuite, selon l'évolution finalement de l'entreprise, vous allez avoir un capital de transmission. Donc ça, c'est vraiment quand des investisseurs ou des dirigeants acquièrent une entreprise existante. Et le capital retournement qui, en général, se destine aux entreprises qui ne vont pas très bien financièrement, et il va s'agir justement d'investir aux bons endroits pour pouvoir faire repartir l'activité de l'entreprise. Donc, vous avez un article intéressant qui vous présente un peu plus en détail les 4 segments justement de ce capital investissement, qui est un levier clé pour le développement de l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui est une question cruciale en Afrique francophone. On va le voir juste après. Le financement de l'entrepreneuriat est vraiment une question clé quand on parle d'entrepreneuriat, que ce soit en Afrique ou n'importe où dans le monde. Mais c'est vrai que dans l'Afrique francophone, beaucoup d'entrepreneurs citent l'accès au financement comme étant la principale contrainte à leur développement. Une étude de la Banque mondiale d'ailleurs menée auprès des petits entrepreneurs a révélé que 40% d'entre eux vraiment citent l'accès au financement comme étant leur principale contrainte. Alors, il y a peu d'acteurs, c'est vrai, qui veulent investir dans les jeunes entreprises parce qu'on a un risque qui est évidemment qui est plus fort, qui est plus important. Et ce qu'on observe surtout dans l'Afrique francophone, c'est qu'on a un décalage entre les besoins des entrepreneurs, les fonds disponibles et les critères d'évaluation des financeurs. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de la différence un peu entre l'espace francophone et anglophone, et puis on a dit que finalement l'une des principales différences, c'était la proximité avec les investisseurs privés, et puis également la perception du risque, une perception différente du risque. On va explorer un peu ces notions dans le chapitre dédié au financement. Mais voilà, c'est vrai que ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que les deux mondes ne se comprennent pas. D'un côté les entrepreneurs et puis d'un côté les investisseurs ou les financeurs. Chacun remet un peu la faute sur l'autre. Si on écoute les financeurs, il n'y a pas vraiment de projet, il n'y a pas assez de projets viables dans lesquels ils peuvent investir. Et puis, si on écoute les porteurs de projets, il n'y a aucun fonds disponible, ou en tout cas, les acteurs existants sont trop réticents et demandent des engagements trop élevés. Donc, la conclusion qu'on pourrait en faire de ce constat, c'est que, encore une fois, la réalité est souvent nuancée, mais voilà, le constat qu'on peut faire, c'est que les institutions financières existantes n'ont pas encore suffisamment adapté leurs produits et leurs services aux besoins d'investissement
notamment à celui des jeunes entreprises. Alors on a un peu envie de se demander à qui la faute dans cette histoire. Donc j'ai fait un petit récapitulatif des arguments qu'on peut trouver du côté des banques notamment et du côté des entrepreneurs pour voir un petit peu qu'est-ce que l'un reprochait à l'autre. Alors c'est vrai que si on écoute les entrepreneurs, et là je vais parler vraiment des banques, hein, on parlera des autres moyens de financement, mais portons-nous d'abord sur le financement traditionnel. Donc si on écoute les entrepreneurs, d'abord les banques, elles ont peur. Elles ont peur d'investir, elles veulent investir sans prendre de risques et du coup, elles préfèrent prêter à des multinationales. Bon, alors là, j'exagère un peu, mais en tout cas, elles préfèrent prêter à des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves et qui finalement ont peut-être moins besoin de fonds. Et puis, les procédures des banques, elles sont lourdes, les taux d'intérêt sont trop élevés. Alors là-dessus, c'est vrai que dans la zone francophone, les taux d'intérêt des prêts consentis par les banques commerciales oscillent entre 10 et 17%. Et donc, c'est des conditions presque inacceptables pour la plupart des entrepreneurs qui se lancent. Et puis, on a des exigences en termes de garantie qui sont considérées comme inatteignables parmi les entrepreneurs. Si on se penche du côté des banques, et si on leur donne un peu la parole, les banques, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles voudraient bien investir, mais elles trouvent très peu de projets finalement structurés, avec une vraie vision stratégique sur le long terme. Et donc du coup, elles ne trouvent pas les projets finalement qui sont bien structurés. Et puis ce qui inquiète les banques aussi, c'est que souvent le poids de l'emprunt dans le plan de financement d'une entreprise, d'une jeune entreprise, le poids de l'emprunt apparaît très souvent beaucoup trop important. Et donc du coup, la garantie du remboursement de l'emprunt inquiète un peu les banques. Et puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il faut dire, qui sont assez réticents à céder des parts. Alors là, je parle pour plutôt le capital investissement, pour le coup. Et culturellement, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire de ce côté-là. C'est vrai que pour ne pas rassurer les banques, la faiblesse des fonds propres, la rareté de la trésorerie disponible, et puis souvent les entrepreneurs ont tendance à sous-évaluer les coûts de fonctionnement, les coûts d'investissement dans leur budget globaux. Et du coup, ils sous-évaluent souvent aussi, ils sous-estiment le capital nécessaire pour vraiment réaliser le chiffre d'affaires de l'objectif, le chiffre d'affaires à envisager. Ça, notamment parce que souvent, les entrepreneurs manquent aussi d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, finalement, ces institutions classiques, traditionnelles, elles manquent de visibilité. Aujourd'hui, elles ont besoin de plus de visibilité pour pouvoir s'engager. À côté du financement classique, du financement dit traditionnel, on a plusieurs autres solutions de financement qui se sont développées. On a parlé tout à l'heure avec notre schéma du capital investissement. Dans le capital investissement, vous avez le capital risque, ou en anglais le venture capital, qui permet de financer vraiment une entreprise en création. Et donc dans ce capital risque, on va déterminer deux types de fonds. Le fonds d'amorçage qui vraiment se destine à une entreprise qui doit finaliser son produit, qui n'a pas les moyens de le faire, et donc c'est une entreprise qui n'a pas encore généré de bénéfices. Et on a le capital création, où là l'investisseur va acquérir des parts de la société qui, de son côté, a déjà validé son business model, a déjà commencé à faire des bénéfices, et finalement, elle recherche des fonds pour vraiment lancer, on va dire, de manière sereine l'activité. Vous avez aussi les investisseurs providentiels ou anges financiers, mais bon, le terme le plus communément reconnu, c'est Business Angels. C'est une personne qui va investir son propre fonds dans une start-up, dans une petite entreprise. Et en général,
elle va être motivée, alors outre des aspects éventuellement philanthropiques ou de partage de vision avec la start-up, ce qui incite aussi un investisseur providentiel à mettre de l'argent dans une entreprise, c'est des mesures fiscales incitatives qui vont lui permettre, par exemple, de payer moins d'impôts. Et donc, c'est vrai que selon les pays, quand vous avez une législation qui prévoit un ensemble de mesures incitatives d'ordre fiscal pour ces investisseurs providentiels, du coup, vous avez le nombre de business angels qui augmente, qui s'accroît. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles dans l'Afrique anglophone, on a un nombre de business angels qui est assez élevé par rapport à l'Afrique francophone. Le recours aux investisseurs providentiels en Afrique francophone est encore à l'état embryonnaire. Aussi parce que justement la législation, le droit OHADA ne prévoit pas encore forcément de mesures super incitatives. Mais il y a néanmoins des réseaux qui apparaissent. Donc, j'en ai cité 2 au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Là encore, désolé pour les anglicismes. Donc, le Cameroun Angels Network et Ivoire Angels. Souvent, ces investisseurs providentiels, ils investissent également dans le capital, le fonds d'amorçage. Et on a le cabinet McKinsey qui a fait une étude justement sur les fonds d'investissement en Afrique. Ils ont fait un grand mapping et ils ont vu que les fonds d'investissement dédiés aux PME africaines ont été multipliés par 10 en 10 ans. Donc, on note vraiment un attrait des investisseurs pour les petites entreprises en Afrique. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article que j'ai mis en référence à la recherche des business angels d'Afrique francophone. C'est justement un article qui aborde le sujet des investisseurs providentiels sur l'espace francophone africain. Comme autre solution de financement, citons le financement participatif, en anglais le crowdfunding. C'est vraiment une nouvelle forme de financement qui se développe très très vite. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui y ont recours. Ça leur permet de faire appel à des particuliers qui vont apporter une petite contribution et ça va permettre aux entrepreneurs de compléter leurs fonds propres, donc compléter ce fameux capital d'amorçage qui va leur permettre de lancer leurs produits ou leurs services. Donc, Jama Funding est un bon exemple de plateforme dédiée au financement participatif de projets en Afrique qui intègre un volet social notamment. Et puis, dans le financement participatif, on a également une forme de financement participatif en capital qu'on appelle l'equity crowdfunding et qui va permettre à des investisseurs particuliers de se regrouper à travers une plateforme pour pouvoir investir au capital de jeunes entreprises innovantes. Donc cette fois-ci, on a vraiment une participation, une prise de participation au sein de l'entreprise et Afriquity est un bon exemple de plateforme de financement participatif en capital. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement participatif, le crowdfunding, se développe très vite. Les entrepreneurs de l'écosystème connaissent en général très bien le concept, même s'ils ne savent pas forcément toujours mener une campagne de crowdfunding, fédérer les communautés et atteindre l'objectif de financement. Et puis, le paiement par mobile s'adapte plutôt bien à ce financement participatif finalement. Donc, les plateformes de crowdfunding viennent intégrer de plus en plus le paiement par mobile parce qu'on est dans des économies avec des taux de bancarisation faibles et donc participer à une campagne de financement participatif avec sa carte bleue en ligne n'est pas du tout un usage développé. On est vraiment sur le paiement par mobile. Alors bien sûr, pour favoriser le développement du crowdfunding, il faut encore construire un cadre législatif, un cadre légal favorable, étant donné que c'est une nouvelle pratique. On a encore très peu de législation sur le sujet. Dernière autre source de financement dont je veux vous parler, c'est évidemment les concours et les bourses. On en a plein aujourd'hui qui veulent soutenir l'entrepreneuriat
en Afrique francophone également, que ce soit l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat social. Voilà, donc c'est une piste explorée par les entrepreneurs aujourd'hui qui vont pouvoir gagner des financements, mais aussi gagner en visibilité et puis se faire du réseau surtout. On a de nombreuses structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant qui passent aussi des partenariats avec des entreprises qui proposent des programmes d'accompagnement ou des bourses d'amorçage. Donc on peut citer par exemple Orange et Total qui sont deux entreprises qui ont des partenariats avec des incubateurs et qui proposent eux-mêmes d'ailleurs des programmes d'accompagnement. Donc on a notamment le prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et le prix Start-upper de l'année organisé par Total. Donc ça témoigne vraiment aussi d'une volonté des grands groupes, notamment avec leur politique de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, de participer au soutien de l'entrepreneuriat. Il y a également certains concours qui ne sont pas du tout liés à de grandes sociétés et qui agissent en nom propre comme des fonds de capital risque et qui viennent investir dans des projets. On peut citer par exemple le concours CityStars. C'est un concours qui est c'est un réseau qui a été fondé en Suisse, mais qui aujourd'hui propose de soutenir l'entrepreneuriat technologique dans les marchés émergents. Et donc, ils ont notamment des concours sur le continent africain. Quelques paroles d'acteurs de l'investissement en Afrique francophone pour clore ce chapitre sur le financement et sur l'investissement. Je vous ai parlé d'Afriquity, cette plateforme de financement participatif en capital. Son fondateur, Tamer Mdan, qui nous confirme que les investisseurs qui travaillent avec Afriquity sont vraiment prêts à soutenir l'innovation et le développement des entreprises en Afrique. Et une deuxième parole d'investisseur de Malik Soumaré, qui est actuellement au sein d'un fonds d'investissement qui s'appelle Grofin au Sénégal et qui travaillait auparavant au sein du fonds d'investissement Teranga Capital au Sénégal toujours, qui nous dit voilà, l'objectif est d'accompagner les PME sénégalaises à fort potentiel de croissance. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter l'émission de RFI sur les fonds d'investissement qui se multiplient, les fonds d'investissement dédiés aux PME africaines. Et voilà, l'objectif c'était de vous montrer vraiment que on a une volonté de la part de ces investisseurs aujourd'hui de soutenir les PME, les entreprises à fort potentiel et qu'il n'y a pas de raison que cette dynamique finalement prenne fin. Au contraire, on est plutôt sur une dynamique plutôt positive. Passons au sixième et dernier thème de ces caractéristiques de l'entrepreneuriat dans l'espace francophone africain. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et c'est le thème de la formation et des compétences, facteur clé de réussite. Vous vous souvenez, au tout début de la présentation, je vous ai cité la parole d'un entrepreneur que j'avais rencontré et qui me disait la réussite d'un projet, c'est un petit peu grâce à l'idée, mais c'est surtout la qualité de la réalisation du projet. Eh bien, pour bien réaliser un projet, pour réussir son projet entrepreneurial, on va s'appuyer sur un socle de compétences. J'ai réparti ces compétences en 4 catégories. Donc, on a les compétences de base qui sont l'écriture, la lecture, le calcul, des compétences techniques, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre notre activité, comment est-ce qu'on va utiliser de meilleurs outils, de meilleurs intrants, les compétences managériales et les compétences financières qui vont nous permettre de bien gérer le développement de notre activité. Et enfin, les compétences personnelles, ce qu'on appelle en anglais les soft skills, et ce qu'on va aussi définir comme avoir un état d'esprit entrepreneurial et qui vont nous permettre d'identifier des opportunités, de surmonter des obstacles. Puisqu'on a dit au tout début que l'entrepreneuriat, c'était également la capacité à identifier des opportunités et à les exploiter.
Si les compétences sont essentielles, le souci qu'on va avoir, c'est que dans beaucoup de secteurs, on manque justement de certaines compétences techniques. On observe une pénurie de certains profils qui freinent le développement de l'entrepreneuriat et qui freinent même l'ensemble qui peut même freiner l'ensemble d'un secteur économique. Donc c'est le cas des TIC. Dans l'espace francophone aujourd'hui, on a une pénurie de développeurs, de profils IT ou de profils techniques qui ralentit vraiment le développement de l'écosystème. Mais ce n'est pas seulement le cas uniquement du secteur des TIC, on a la même situation dans les industries chimiques, pharmaceutiques, manufacturières, dans l'agroalimentaire également, ou dans la logistique. Et cette pénurie, elle est notamment due au fait qu'on observe une inadéquation entre la formation académique et les besoins des entreprises. Alors c'est en train de changer doucement, mais jusqu'à présent, la plupart des enseignements, des établissements d'enseignement supérieur en Afrique se focalisaient sur les exigences de l'emploi dans le secteur public, plutôt que de prendre également en compte les attentes des employeurs dans le secteur privé. Et du coup, alors que pourtant on a bien observé que les diplômés dans des disciplines telles que les sciences humaines et sociales ont beaucoup plus de difficultés à obtenir un emploi après leurs études que les personnes qui se sont formées plutôt dans les technologies de l'information, dans l'agriculture ou dans l'ingénierie. Un autre exemple frappant, à l'échelle de l'Afrique, on a seulement 2% des jeunes qui étudient l'agriculture, alors qu'on sait très bien que le continent a vraiment besoin de spécialistes dans ce domaine, surtout que l'agriculture contribue en moyenne pour 25% du produit intérieur brut de l'Afrique. Alors pour résoudre cette situation dans le secteur des TIC, on a un entrepreneur qui s'appelle Douglas Biandou et qui, pour lutter contre le chômage et contre le chômage des jeunes et pour créer de l'emploi, a lancé un programme qui s'appelle 10 000 codeurs, parce que son objectif, c'est de faire de l'Afrique le premier fournisseur de développeurs au monde. Donc il prévoit de former en 10 ans 10 000 codeurs à travers le continent pour faire vraiment de l'Afrique une destination privilégiée pour la sous-traitance de développement d'applications informatiques, ce qu'on appelle le offshore, le développement offshore. Alors si je parle d'inadéquation de la formation académique, c'est que on a les jeunes qui témoignent d'eux-mêmes de la difficulté qu'ils ont à trouver un emploi après leur formation et de finalement de cette inadéquation entre les attentes des entreprises et ce qu'ils ont pu apprendre en formation académique. Donc je vous ai mis quelques témoignages, vous avez les sources, donc on a notamment Hassan en Égypte qui a suivi une formation dans l'éthique, mais le problème c'est que à l'école ils ont abordé vraiment d'une manière très élémentaire et finalement les formations n'étaient pas du tout pratiques. Donc ça c'est un témoignage que vous pouvez retrouver dans le programme Jobs for Youth in Africa dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et puis vous avez également le témoignage d'Asijim, donc vous avez la vidéo, hein, si vous cliquez vous pouvez visionner l'intégralité du témoignage. Asijim qui, une fois après avoir terminé ses études de droit, toujours aucune opportunité professionnelle après 1 an, et au bout d'1 an il a dû accepter du coup un travail alimentaire, et puis ensuite il a dû renoncer à ses rêves qu'il avait d'exercer dans le droit. Bon, si vous poursuivez la vidéo vous verrez qu'après finalement ça se passe bien, mais bon voilà, c'est vraiment pour vous montrer ce décalage, cette inadéquation aujourd'hui entre la formation académique et puis le besoin du marché. J'avais identifié plusieurs catégories de compétences tout à l'heure et j'avais notamment parlé des compétences personnelles, de l'esprit entrepreneurial, des soft skills. Jusqu'à présent, les programmes de formation aux micro-entrepreneurs visaient surtout à améliorer leurs compétences professionnelles, leurs compétences techniques. Comment tenir un registre, comment contrôler ses stocks, comment commercialiser son produit, comment être compétent dans le marketing. Et finalement, une étude menée par la Banque mondiale auprès d'entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest, plus précisément auprès de 1500 micro-entrepreneurs à Lomé, au Togo. Cette étude a démontré qu'en fait, les formations qui sont axées plutôt sur le développement de compétences comportementales, donc plutôt axées sur la psychologie, sont beaucoup plus efficaces que les formations classiques de pratiques professionnelles qu'on menait jusqu'à présent.
Cette étude, elle a été menée, donc on avait un essai avec des entrepreneurs qui constituaient comment dirais-je, un groupe test, et on a comparé ensuite les résultats obtenus entre une formation commerciale classique par rapport à ceux obtenus avec une formation orientée plutôt sur l'initiative personnelle. Donc, c'est-à-dire développer des compétences comme reconnaître justement reconnaître des opportunités, la capacité à surmonter des obstacles, le sens de l'initiative ou la prise de risque. Et vraiment, les essais de cette étude sont très très édifiants. Je crois qu'on est sur des résultats qui sont supérieurs à plus du double de ce qu'on obtenait avec des formations classiques. Je vous ai mis le lien, vraiment je vous invite à lire l'article dédié à cette étude. Les résultats sont vraiment impressionnants et surtout ils démontrent que finalement l'esprit entrepreneurial est tout aussi important que les compétences techniques et que finalement former des micro-entrepreneurs uniquement sur des compétences pratiques, des compétences techniques, oui, ça va peut-être leur permettre de mieux gérer leur entreprise au quotidien, mais ça ne va pas forcément leur permettre de mieux surmonter les obstacles ou de saisir les opportunités et donc finalement de faire passer leur activité à l'échelle. Alors, dans cet enjeu des compétences, évidemment, le rôle de l'enseignement supérieur est essentiel. Historiquement, c'est vrai qu'en Afrique francophone, on avait une école supérieure qui était plutôt structurée pour former des fonctionnaires, plutôt pour répondre aux besoins de l'emploi dans le secteur public. Mais on a vraiment la culture de l'entrepreneuriat qui se diffuse doucement et de plus en plus dans les établissements d'enseignement supérieur. On a aujourd'hui des incubateurs au sein même des campus et de plus en plus d'écoles intègrent aussi des parcours entrepreneuriat. C'est le cas notamment de l'école polytechnique de Ouagadougou, de ZIE, qui forme des ingénieurs entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment si vous ne connaissez pas déjà, à vous renseigner sur cette école, qui stimule vraiment l'entrepreneuriat et qui favorise le développement de solutions adaptées aux réalités africaines en utilisant des ressources locales. Donc ça rejoint vraiment l'aspect innovation frugale dont on parlait tout à l'heure. Au sein de l'école des IO, il y a un incubateur qui est une véritable pépinière pour les jeunes entreprises, les jeunes pousses. Dans cet incubateur, on a notamment vu passer deux entreprises que je vous présente, qui sont Face au Pro, donc qui est spécialisé dans la commercialisation des chenilles de karité, ou encore Face au SOP, c'est un savon conçu spécialement pour lutter contre le paludisme. C'est un savon répulsif pour lutter contre le paludisme. Voilà, nous avons terminé d'explorer les caractéristiques de l'entrepreneuriat dans l'espace francophone africain à travers nos 6 thématiques. Nous allons maintenant conclure sur cette présentation portant sur les enjeux et les opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Donc l'écosystème entrepreneurial en Afrique francophone est en pleine effervescence. Si l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas un phénomène nouveau, en tout cas c'est un phénomène qui est encore peu étudié et sur lequel on a peu de données complètes qui nous permettent vraiment de saisir toute l'ampleur de ce phénomène. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on observe un réel dynamisme entrepreneurial et notamment chez les jeunes. Pour témoigner de ce dynamisme, j'aimerais citer Youssouf Karius, qui a fondé une société d'investissement ivoirienne qui s'appelle Pulsar Partners, et voilà, qui témoigne vraiment sur le potentiel d'opportunité pour qui sait y investir, donc, avec son regard d'investisseur. Bien sûr, je tiens à rappeler que les pays qui composent l'Afrique francophone ont leurs propres spécificités qu'il convient de prendre en compte, que l'on soit un entrepreneur qui veut se lancer sur un marché, que l'on soit une structure d'accompagnement qui veut accompagner ces entrepreneurs, qu'on soit un investisseur ou un bailleur. Voilà, une opportunité en Côte d'Ivoire ne peut ne pas en être une au Niger, et le triptyque opportunité, rendement, risque ne sera pas forcément le même d'un pays à l'autre, et voire même au sein d'un même pays, d'une région à une autre. Donc, il faut vraiment avoir en tête les spécificités locales.
Alors un écosystème en effervescence, oui, mais encore en construction. L'Afrique subsaharienne, à titre d'information, est la région du monde qui a enregistré le plus grand nombre de réformes destinées à améliorer le climat des affaires entre 2013 et 2014. Donc ça, c'est d'après une étude de la Banque mondiale. Donc ça témoigne vraiment d'une volonté des pouvoirs publics de créer un cadre favorable au développement de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Mais malgré ces progrès, la création et le développement de petites et moyennes entreprises relèvent encore souvent d'un vrai parcours du combattant et ça dissuade beaucoup de personnes de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale parce que les obstacles paraissent encore très très forts. Donc c'est un écosystème qui est encore fragile, qui a besoin de se structurer et surtout qui a besoin d'un cadre favorable. À ce titre, on a Sarah Marniès, la directrice du département de la mobilisation du savoir pour le développement à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement, qui est positive, mais qui nous met en garde. Elle nous dit l'émergence de PME innovantes est de nature à produire des cercles vertueux, mais tout cela nécessite un contexte politique, réglementaire et financier favorable. Mais alors, comment créer un contexte favorable au développement de l'entrepreneuriat et aux investissements? Voici quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, miser sur les compétences, parce qu'on l'a vu, dans les 20 prochaines années, on aura une population d'actifs sur le continent et en Afrique subsaharienne qui sera très très importante et donc cette population a besoin d'avoir des compétences clés pour avoir de belles opportunités. Développer un environnement plus propice à l'investissement, ça va passer aussi par faciliter les échanges mondiaux. Alors, on peut, par exemple, beaucoup compter sur la mise en place d'un marché unique de transport aérien, réduire les coûts de transport, améliorer le cadre réglementaire des affaires, éliminer les barrières commerciales. Tout ça, c'est des mesures qui vont participer à rendre un environnement plus propice à l'investissement. Plus d'infrastructures, développer les infrastructures. Aujourd'hui, les coupures fréquentes d'électricité coûteraient entre 1 et 4 points de pourcentage de PIB à l'économie africaine. Les problèmes de route aussi, avec le transport de marchandises qui est parfois compliqué, aussi bien avec la qualité des routes qu'avec le problème souvent d'encombrement au niveau des grands ports. Et également miser sur les industries agroalimentaires puisque l'agriculture emploie aujourd'hui de 60 à 70% de la population active en Afrique et pourtant le secteur ne représente que 20% de la valeur ajoutée totale. Donc on sait que c'est vraiment important aujourd'hui de soutenir également les petits exploitants, leur donner accès à des technologies modernes, à des services financiers adaptés, leur permettre d'accéder plus facilement au marché parce que voilà, aujourd'hui le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire devrait représenter près de 1000 milliards de dollars d'ici 2030 et on sait que c'est vraiment quelque chose un potentiel que le continent peut exploiter. Alors pour aller plus loin, vous avez un article assez intéressant qui a été coécrit entre autres par Monsieur Makhtar Diop qui est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Et donc pour lui citer juste un extrait, il nous confirme aujourd'hui que l'Afrique est le continent qui attire le plus d'investisseurs après l'Amérique du Nord. Et dans cet article, il déroule justement quelques pistes de réflexion pour pouvoir exploiter ce potentiel et favoriser le développement de l'entrepreneuriat et des investissements. Pour conclure ce module sur les enjeux et opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique francophone, je vous propose de retenir 3 points clés. Premièrement, l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas un phénomène nouveau, même s'il est encore peu étudié. En revanche, c'est sa prise en compte dans les politiques publiques comme un levier de développement qui est relativement récente. Et on l'a vu notamment, le rôle de l'entrepreneuriat dans la création d'emplois et la lutte contre le chômage. Deuxième point, entrepreneuriat informel, innovation frugale, difficulté d'accès au financement, tout ça, ce sont vraiment des spécificités avec lesquelles il faut se familiariser si on veut saisir les enjeux et les opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique francophone et si on veut être un acteur de cet écosystème. Et encore, ce sera bien prétentieux de penser qu'on a pu tout aborder dans cette présentation, mais en tout cas, j'espère que vous avez approfondi votre connaissance du sujet.
Et puis troisième et dernier point, l'écosystème entrepreneurial francophone est encore fragile. Il a besoin d'un environnement politique, réglementaire et financier vertueux, favorable. Cependant, on observe de nombreuses initiatives prometteuses. Parce que les mieux placés pour parler d'entrepreneuriat, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes, je vous propose de découvrir deux documentaires sur l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Le premier, c'est un documentaire qui a été réalisé par Tech of Africa. C'est un média qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat technologique. Et donc, du coup, c'est l'équipe de Tech of Africa qui a réalisé un documentaire en interrogeant 50 entrepreneurs africains de l'Afrique francophone à travers 6 pays, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Mali, Togo, Cameroun, Bénin et Congo-Brazza. Et dans ce film qui s'appelle Afropreneur, eh ben, les entrepreneurs nous racontent leurs difficultés, leurs défis, mais aussi leurs réussites. Et c'est un documentaire très inspirant. Donc, qui confirme que finalement, on a quand même dans l'espace francophone beaucoup de similitudes dans les aventures entrepreneuriales, qui confirme aussi les obstacles des entrepreneurs, c'est-à-dire toujours cette pénurie de compétences, les difficultés d'accéder à des financements ou alors la lourdeur des démarches administratives. Voilà, donc c'est un documentaire très intéressant. Alors, il est en version payante, mais je vous ai mis le lien d'un article qui résume assez bien l'esprit du documentaire avec quelques citations aussi intéressantes. Et le second documentaire que je voulais vous proposer, c'est un documentaire qui donne la parole aux entrepreneurs sociaux d'Afrique de l'Ouest. C'est un documentaire qui a été réalisé par deux étudiants, deux ingénieurs qui ont monté un projet intitulé Ricochet. Et ce projet vise à promouvoir l'entrepreneuriat social en Afrique de l'Ouest. Durant 5 mois, l'équipe de Ricochet a sillonné 3 pays, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin, à la rencontre des entrepreneurs sociaux. Et ils ont fait un documentaire qui s'appelle Dans leurs yeux, qui retrace justement le parcours de ces entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont défini 7 étapes qui sont communes à tous les entrepreneurs qu'ils ont rencontrés. Donc, premièrement, observer autour de soi, observer son environnement. Deuxièmement, savoir où investir. Troisièmement, gérer le regard des autres et notamment celui de la famille. Quatrièmement, passer à l'action. Ensuite, se battre pour son projet, obtenir des résultats et enfin s'épanouir. Donc ce documentaire est en accès libre sur YouTube, je vous ai mis le lien. Et pour aller plus loin, vous pouvez également rechercher les articles que Ricochet a écrits tout au long de leur rencontre. Ils ont réalisé des vidéos et des articles sur la douzaine d'entrepreneurs qu'ils ont rencontrés dans leur périple. Voici la fin de notre module. J'espère que vous avez pu approfondir votre connaissance des enjeux, des opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à aller plus loin, à aller creuser, approfondir et vraiment explorer voilà, toutes les ressources annexes qui sont présentes dans ce module. J'espère que vous allez poursuivre aussi du coup les modules de formation suivants et je vous souhaite une très bonne continuation et vous dis à bientôt.